Très bien. Ah oui, 16h15, on va pouvoir commencer. Donc déjà, bonjour à tous. Donc voilà, on pouvait difficilement ouvrir mieux qu'avec cette magnifique BO de Hook composée par John Williams. Donc une de ses très nombreuses collaborations avec Steven Spielberg, puisque c'est eux qui ont le record, hein, 38 films ensemble. Et ceux qui arrivent en deuxième, c'est Tim Burton et Danny Elfman, dont on va pouvoir justement parler conséquemment, parce que 90, c'est vraiment leur grande période. Donc d'abord, introduction le temps que tout le monde arrive. Vous avez au centre une petite frise qui synthétise très 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 largement et grossièrement l'histoire du cinéma et des musiques de films. Que bah, rappelons-le, c'est quand même un art qui est jeune. La musique, on a plus de 1000 ans d'histoire. Le cinéma, 10 fois moins. On a un siècle à peine. Et que dire du jeu vidéo, dont on pourra reparler effectivement au cours de cette conférence, qui a à peine 40 ans. Donc, vous avez en premier, là, quand même, la première BO en 1908, qui est composée par un Français, qui est Camille Saint-Saëns, nom qui vous dit quelque chose, puisque c'est un compositeur classique, notamment pour la danse macabre ou le carnaval des animaux, et qui, à l'époque, n'y croyait pas du tout au cinéma. On lui a demandé ça, il dit oui, ok, pour dépanner, pour payer ses impôts, c'est pratique aussi, et il compose ça comme une suite de concerts, un ballet, précisément, mais il n'en a pas grand-chose à carrer de la musique de film. Ce qui n'est pas le cas de tous les compositeurs classiques. Prokofiev, par exemple, adorait ça. Son compositeur attitré était Sergei Eisenstein. Et il disait que c'était plus difficile pour lui, et même en général, de composer une musique de film qu'une symphonie. Parce qu'il estimait que quand tu es un compositeur qui a vraiment à cœur de composer une musique qui s'écoute, rajouter une contrainte de l'image fait que c'est nécessairement plus difficile. Je n'ai pas à édulcorer mon propos musical, je suis une musique de film compose comme si c'était une musique de concert, j'ai la même exigence, mais en plus je rajoute la contrainte de l'image. Il n'y a pas Vladimir Cosma et Raymond Lefebvre, je suis triste. Alors, je suis désolé, en effet, je n'ai pas pu mettre tout le monde. Tu remarqueras qu'il n'y a pas Ennio Morricone non plus, alors que je vais en parler. Il n'y a pas Hans Zimmer non plus, même si j'aurais pu le mettre à la fin. Là, j'ai vraiment mis. Vraiment, j'ai dû condenser. Charlie Chaplin aussi, bien sûr. Mais par contre, là, effectivement, le thème, c'est les années 90. Si vous avez des questions plus précises, même hors des années 90, je réserve 10 minutes à la fin pour qu'on puisse en parler, et notamment de Chaplin. C'est vrai que Chaplin, pour les années 90, c'est un peu. On serait légèrement en retard. Donc, vous voyez qu'au début, on commence avec l'âge d'or d'Hollywood classique, qui sont des compositeurs à majorité immigrés européens, ce qui explique qu'on a un héritage vraiment dit post-romantique à Hollywood. Donc, le post-romantique, c'est la période qui vient juste après le romantisme, par exemple, de Brahms ou de Wagner. Et le post-romantisme, ça va être. Il est mort en 81, effectivement, Charlie Chaplin. Le post-romantisme, ça va être par exemple Gustave Mahler, Richard Strauss ou Giacomo Puccini. Donc, c'est-à-dire toute fin 19e, début 20e siècle. Par exemple, Max Steiner que vous voyez est le filleul de Richard Strauss, qui a une très grande influence de sa part sur lui. Aaron Copland et Alfred Newman sont certes effectivement natifs américains, mais déjà ont des origines européennes pour commencer, et font partie de ce qu'on va appeler la musique nationale traditionnelle américaine. Et ils vont donc jalonner un petit peu ce que sera la musique nationale américaine. Ensuite, donc ça c'est vraiment un âge d'or qui va des années 30 aux années 50. Après, on a une période de crise pour Hollywood, tout simplement parce que euh, le cinéma est en pleine mutation à l'époque. Le cinéma est en pleine mutation et la musique de film rentre dans une période, pas creuse, mais une période également de transformation dans le sens où c'est l'émergence du rock. Et entre un orchestre symphonique à 100 personnes et avec des BO qui se vendent un peu moins, et un groupe de rock à grosso modo à tout casser 6 personnes qui se vendent plus, le studio commence à choisir un peu favorablement par rapport aux effectifs plus réduits. Et les compositeurs de l'époque, donc Alex North, Bernard Herrmann, Alex North qui a failli composer, qui a failli, il a composé la BO de 2001 Odyssée de l'espace, mais Kubrick n'en voulait pas, parce que c'était pas ce qu'il voulait, donc du coup, bah, voilà. Mais c'est un grand compositeur de l'époque. Bernard Herrmann, qui est compositeur attitré d'Alfred Hitchcock, et dont vous voyez Psychose, la BO composée en 1960. Eh bien, ces compositeurs ont du mal à trouver du boulot, tout simplement parce qu'on les demande beaucoup moins. Alfred Hitchcock va quasiment répudier Bernard Herrmann, qui va partir en France faire des VO pour Truffaut, par exemple, et revenir pour Taxi Driver, qui sera sa dernière BO. Par contre, c'est l'émergence en France d'une nouvelle vague.
Il y a des compositeurs avant, évidemment, mais là, je fais un aperçu, je fais une introduction générale. Déjà, l'introduction qui fait déjà 5 minutes, mais bon. Donc, Georges Delerue, le grand Georges Delerue, qui a composé beaucoup de films de Truffaut, notamment Jules Régime. Des films Alain Corneau, si je dis pas de bêtises, pour Police Python 357. Je vais vérifier ça immédiatement parce que Alain Corneau, non, c'est bon. Bien Alain Corneau. Et Alain Duhamel, autre grand compositeur qui a collaboré avec Truffaut aussi. Et voilà, je vous ai mis L'Homme de Rio parce que c'est l'une des BO et des films et un des films qui inspira Indiana Jones par Spielberg. Ensuite, on a la naissance du deuxième âge d'or, vraiment à la fin des années 70 et au début des années 80. Pour la simple et bonne raison que Star Wars 4 en 77 marque ce renouveau et ce retour de l'orchestre symphonique. Certes, il y a eu Ennio Morricone avec Western Spaghetti dans les années 60, mais ça reste un cinéma italien qui est relativement, je dirais relativement peu diffusé à Hollywood et qui n'aura un impact que plus tardif. C'est vraiment d'abord les Dents de la Mer en 75 et surtout Star Wars 4 en 77 qui va marquer la naissance du deuxième âge d'or avec donc John Williams et Steven Spielberg et Lucas et également Jerry Goldsmith qui a composé La planète des singes en 68 donc, et Alien en 79 donc qui n'a jamais renié son goût symphonique mais qui va pouvoir voilà, décrocher aussi encore plus de postes parce que voilà, on va enfin pouvoir réapprécier son talent symphonique. Et je vous ai mis Basil Polidoris, qui est compositeur de Conan le Barbare et Robocop, par exemple. Donc voilà, en 82, histoire qu'on ait une idée de ce qui se passe en 82, on a E.T., Blade Runner et The Thing la même année. Ça va, ça passe bien. Ensuite, on a les périodes des années 90 qui vont nous intéresser. Et les années 2000 avec l'ère Zimmer, une ère beaucoup plus électronique, une musique qui va être un peu moins narrative, qui va être moins construite selon des formes, on va dire, héritées de notre tradition symphonique. Même aussi des formations, on va dire, type rock ou type jazz. On va casser un petit peu ces formations pour créer quelque chose qui va être beaucoup plus électronique et presque bah, qui n'existerait pas en dehors du cinéma. On va approfondir le rapport à l'image dans une direction précise qui va parfois lorgner vers le sound design et ne pas forcément aller vers une expression musicale. Et sauver lui pour ce cher Basil Polidoris, tout à fait. Donc là, vous voyez bien qu'entre ce qu'on peut entendre en musique de film et jeux vidéo aujourd'hui et ce qu'il y avait dans les années 80, etc., eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir. Et dans les années 90, on va trouver la réponse à quelle est la raison, les raisons de ce changement. Voilà. Donc l'intro Mastoc est terminée. Vous pouvez être rassuré, on va passer à la suite. Donc voilà, juste pour savoir, en 89, on avait eu une grosse année avec Danny Elfman. Danny Elfman qui compose un Batman, qui est un score très orchestral, assez massif en termes d'effectifs. Il a commencé dans les années, au début des années 80 avec Beetlejuice et de Tim Burton avec des effectifs plus réduits. Et là, il se voit accorder un orchestre complet. Ça va avoir une importance. Je vais voilà, accélérer un petit peu sur 92. 92 parce que c'est la naissance de Batman le défi, qui a été pensé véritablement comme un opéra sans chant. Pareil avec 1990, Édouard de Main d'Argent, qui est l'une de ses BO les plus fantastiques de Danny Elfman. Et là, tout ce que vous pouvez voir, à l'exception de Total Recall, sur lequel je vais faire un aparté, vous avez Danse avec Lego de John Barry, Hook de John Williams, dont ceux qui étaient en avance ont pu entendre un petit extrait. Vous avez l'un des visages des années 90, qui est le prolongement et la fin de l'âge d'or des années 80. Avec, bah voilà, comme j'ai pu vous l'introduire brièvement, ce prolongement d'une tradition symphonique et d'une tradition surtout musicale et narrative. La musique va être un personnage du film. Et ça, c'est quelque chose que Tim Burton et Steven Spielberg ont vraiment à cœur. Si tu mets une musique, c'est parce qu'elle doit être entendue et qu'elle doit raconter quelque chose. Sinon, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Je privilégie le silence. Regardez un petit peu vos commentaires. Puis oui, voilà, tu m'avais répondu, mais j'avais pas vu. Puis oui, tout à fait, qui est le premier long métrage de Tim Burton. Et la première collaboration aussi avec Danny Elfman. Donc ces réalisateurs-là, c'est une conception de la musique qui est gratifiante. Donc c'est si je mets une musique, c'est qu'elle est
utile, c'est qu'elle raconte quelque chose et c'est que artistiquement, elle vient au même titre qu'un personnage s'exprimer pour raconter soit quelque chose qui est dit, on va donner du relief, soit quelque chose qui n'est pas dit, et auquel cas, on va apporter une autre dimension. Donc c'est vraiment un héritage complet et qu'on va appeler néoclassicisme. Classicisme non pas en termes de musique classique, Mozart, Bach, Beethoven, mais classicisme, l'âge d'or. Max Steiner, c'est le premier âge d'or que vous avez vu avant. Max Steiner, Alfred Newman, Franz Schwarzmann, etc. Donc on peut parler de néoclassicisme. Et les années 90 sont encore une période dans laquelle on peut observer ce prolongement puisque les grands compositeurs sont encore en activité. John Barry notamment. John Barry qui, pour rappel, est celui qui a composé pas moins de 10 James Bond. Et à qui on doit vraiment le thème principal avec Monty Norman. Monty Norman qui a composé, John Barry qui l'a orchestré et réarrangé. Et qui compose ici pour le film de Kevin Costner, Danse avec les loups. Et nous avons le cas particulier de Jerry Goldsmith, qui est un compositeur qui a le même âge que John Williams, puisqu'il est né dans les années 30, mais qui est quelqu'un qui va vraiment expérimenter, au même titre qu'Ennio Morricone, beaucoup de sonorités électroniques. Donc sa base est orchestrale, mais son propos va être électronique et il va toujours avoir envie, à cœur, c'est son esthétique, c'est son propos, d'essayer d'élargir sa palette d'expression avec des électroniques, synchronisation parfois qui va augurer un petit peu du sound design qui a déjà été créé par David Lynch avec Blue Velvet par exemple quelques années plus tôt. Donc Goldsmith a au même titre qu'il est lui-même un avant-gardiste, hein, si vous voulez écouter La Planète des Singes qu'il a composé en 68 je crois, c'est des sonorités très contemporaines qui vont plus chercher dans l'héritage post-romantique mais dans un héritage presque avant-garde post-seconde guerre mondiale. Penderecki, Xenakis, Dutilleux par exemple, Henri Dutilleux. Donc voilà, Goldsmith est un cas particulier, même si on va quand même l'assimiler à ses compositeurs des années 80, John Williams, Danny Elfman, John Barry par exemple. Donc commençons par un petit extrait pour justement illustrer ce propos-là de cette esthétique-là de soutien par rapport à l'image. Donc je vais vous mettre ça sur le troisième écran. Hop. Alors normalement c'est vous qui gérez le volume. Hein. Pas à me dire dans le chat si bien pour vous, si vous avez un problème. Okay, très bien. We want the big guy, the guy who runs the show. What do you want? Not you. Shrek. You'll have to go through me. Ooh. Chip. Dad, go. Save yourself. Dad, go.
Batman. Better. You missed. Wow. The Batman. Or is it just Batman? Your choice, of course. Well, that was very brief. Just like all the men in my life. What men? Well, then again, there's you, but you need therapy. Thanks for saving the day, Batman. I'm afraid the circus gang is back. Voilà. Je coupe, normalement ça a dû couper lorsque Batman est parti, c'est ça? J'ai laissé 30 secondes de mou. À peu près, ouais. Ouais, hein, bon ça va. Parce qu'après, voilà, il n'y a plus de musique et c'est juste Selena qui joue avec son taser. Donc voilà, donc là vous avez pu vous en rendre compte. La musique est au cours de cette séquence un soutien permanent à l'image. Vous noterez l'apparition de points de synchro, donc c'est-à-dire littéralement un point de synchronisation, une musique qui va coller à un événement précis à l'image. Donc vous en avez eu plein, hein, par exemple le grand accord du thème de Batman au moment où Bruce Wayne se lève devant son logo. Les points de synchro, donc ça c'est un point de synchro que j'appelle d'agrément, c'est-à-dire qui correspond à une action. Et vous avez des points de synchro charnières, c'est-à-dire qui correspondent à un changement de plan. Donc, c'est-à-dire la souplesse de l'image qui permet, lorsque une scène change, et vous avez eu ça beaucoup au début, on passe de l'attaque des clowns à Batman qui arrive et au pingouin dans son repère, la musique change d'ambiance à chaque fois qu'on change de plan. Donc, c'est un soutien très précis. Et il y a même du Mickey Mousing, il me semble. Le Mickey Mousing, c'est en effet un procédé de synchronisation à l'extrême. Dans l'extrait qu'on a vu, disons qu'il y a des extraits dans ce film qui mettent encore plus en avant le Mickey Mousing que ce qu'on vient de voir. Mais sinon, oui, dans ce film-là, il y a recours au Mickey Mousing, notamment un peu plus tard pour la scène de fin. Là, ça restait globalement assez tranquille, dans le sens où c'était surtout une dynamique plutôt martiale avec la caisse claire, donc le tambour militaire, au moment où Batman s'avance avec sa Batmobile. Mais effectivement, le Mickey Mousing est un procédé, comme son nom l'indique, issu de Disney dans les années 30-40, qui est une synchronisation vraiment à l'extrême, type cartoon. L'autre aspect, cette fois qui va être plus typique des années 90, par moment, c'est par exemple, je vais avancer un tout petit peu, par exemple Titanic avec l'arrivée de James Horner. Donc c'est un film que je n'en doute pas, vous connaissez par cœur, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous passer un extrait, mais on notera déjà une simplification des moyens. C'est-à-dire que on va utiliser par exemple seulement quelques instruments folkloriques pour dénoter le coup. On ne va pas forcément créer une ambiance totale, on va se contenter de certains instruments, là où avant on aurait créé vraiment une fresque assez générale. Une musique qui va être un petit peu moins présente à l'échelle du film. Au lieu par exemple de recouvrir 80% globalement, c'est entre 70 et 90, la musique sera un petit peu moins présente. Ça va être un mélange aussi encore plus à l'avantage de l'électronique par rapport à un soutien orchestral. Par exemple, James Horner ne convoque pas des vrais chœurs, mais il utilise des chœurs synthétiques dans cette BO. Donc James Horner, qui est un compositeur qui a à peu près 10 ou 20 ans de moins, il est mort à 50 ans en 2015. C'est-à-dire qu'il est né en 15 quoi. Là, je regarde vite fait si je sais compter. Plutôt 65. 5. Donc voilà, c'est vraiment la génération d'après Williams et compagnie. Et il est donc vraiment de plein pied dans les années 90. Et James Horner a déjà commencé dans les années fin 80 avec Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles aussi. Compositeur attitré de James Cameron. C'est pour ça que vous vous retrouvez pour Avatar après, vous vous retrouvez pour Zorro aussi, qui est une de ses très très grandes BO.
Et voilà, comme vous remarquez aussi, donc c'est la naissance d'Hans Zimmer. Il a été très connu avec la BO de Rain Man en 89, qui là encore montre vraiment le potentiel de Zimmer à mélanger électronique et symphonique, et également Le Roi Lion. Alors là, c'est un score orchestral vraiment, parce qu'on est dans un héritage Disney, mais par-ci par-là quand même de petites touches. Là aussi, hein, vous connaissez très bien Le Roi Lion, je ne fais que l'évoquer. Et vous remarquez que voilà, les années 90, c'est quand même des années qui sont chargées. Vous remarquez par exemple l'année 93, c'est La liste de Schindler, Jurassic Park et L'étranger de Monsieur Jack par Danny Elfman. Quand même une grosse année. C'est-à-dire John Williams, la même année, te pond Jurassic Park et La liste de Schindler. C'est quand même quelque chose. Et nous avons un film musical, comme il l'appelle, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est là vraiment qui peint cette fois une modernité, non pas forcément dans la musique, même si modernité en est, on va dire, sur le propos harmonique, le propos orchestral, mais aussi dans la manière d'agencer les chansons au sein du récit. D'ailleurs, là, c'est le cas particulier où les chansons ont été composées vraiment avant le film. Avant que, au même moment où Tim Burton commençait à dessiner les premiers croquis et où Henry Selick commençait la réalisation. Et nous avons un extrait assez intéressant de Rising Sun par Takemitsu, qui est un compositeur qui est très méconnu, en fait, qui est un compositeur japonais. Je vais vous passer un extrait qui est très court, vous ne verrez pas le film, mais par contre vous pourrez entendre les musiques de ce cher Takemitsu. Alors, où je l'ai foutu? Il est là. Et vous allez voir que c'est là encore un autre aspect de ces années 90, c'est que c'est vraiment un âge d'or en termes d'expansion du Japon. C'est-à-dire qu'on va avoir trois visages vraiment de la musique de film japonaise, qui va être l'un des quatre visages. L'autre visage, ça va être un visage beaucoup plus électronique, beaucoup plus rock, etc. Là, je ne vais pas vous en parler ici parce que déjà, je n'ai pas les compétences pour vraiment parler avec précision de ce qu'est la musique d'animé. Je m'y connais assez peu et je laisserai ça à d'autres personnes qui parleront mieux. Mais moi, je vais vous parler de Joe Hisaishi pour Princesse Mononoke. D'ailleurs, je vais l'afficher. Hop. Mononoke, donc il y a un courant symphonique presque néoclassique. Donc, qui va s'inspirer de musique à la fois baroque et classique. Par exemple, Jean-Sébastien Bach, Rameau et Mozart, Beethoven, etc. Un courant minimaliste avec Kenji Kawai, notamment Ghost in the Shell, qui est sorti en 95. Et je vous invite d'ailleurs à regarder une de mes vidéos, c'est ma dernière, je crois, qui en parle, sur Ghost in the Shell. Et un courant de la musique vraiment contemporaine avec Takemitsu, qui est donc l'extrait que je vais vous passer. Ah, mais j'ai trompé. Je retourne en arrière. Est-ce que j'ai... Ça va. Normalement, vous êtes arrivé au bout. J'ai rien demandé. Ah
Voilà. Oh, mais tout. Ça Très te bien. remet sur le Ouais, il était vraiment bien cet extrait. Super, donc je reviens en arrière. Hop. Donc là, cet extrait, je vais vous repasser une deuxième fois, une fois que je vous en aurai un petit peu parlé. Donc, j'espère que vous l'avez tous entendu en entier dans de bonnes conditions, sans trop de coupures. Mais déjà, vous avez remarqué qu'il y a des couleurs orchestrales qui ne vous sont peut-être pas forcément habituelles. Premièrement, parce que ça va être beaucoup de jeux de texture et pas forcément mélodiques. Les seules parties vraiment mélodiques qu'on a sont au début, et ça correspond à un hommage au James Bond de John Barry, justement. Vous avez vu Rising Sun avec Sean Connery, c'est justement un film qui est connecté un petit peu, je vous en dis pas trop sur le personnage, etc. Et vous remarquez qu'il y a donc certains traits lyriques qui vont évoquer un petit peu le romantisme exacerbé d'un John Barry pour les James Bond de Sean Connery, les James Bond de Roger Moore. Mais néanmoins, avec une teinte jazzy, par exemple, ce saxophone qui fait ta et glissando outrancier, exagérons. Et donc des contre-champs qui ne vont pas forcément créer une mélodie d'un bout à l'autre. Et ensuite, un jeu de texture vraiment dans l'aigu, des grincements, des crissements, mais qui sont tout à fait organisés, qui ne sont pas vraiment dans une esthétique contemporaine anarchique, sont vraiment dans un propos harmonique qui va générer le trouble, quelque chose de diffus, quelque chose de mystérieux, et qui va donc mettre le spectateur dans l'attente, mais également l'auditeur. Et ça, ce qui est important, c'est que Takemitsu est un compositeur qui a certes souhaité s'adapter à l'image et créer un propos assez moderne, puisqu'il y a un discours musical, mais il n'y a pas de propos véritablement mélodique, mais sans renier l'intérêt musical. Je vous ai même pas mis la vidéo parce que vous vous rendez compte que musicalement, ça s'écoute tout seul. Il y a un propos, une continuité, et c'est vraiment quelque chose que Takemitsu, en tant que compositeur, qui est presque plus compositeur de musique de concert que compositeur pour musique de film, même s'il en a fait beaucoup de BO, et bien voilà, c'est quelque chose qu'il a vraiment à cœur. Donc je vais vous repasser cet extrait et vous pourrez vraiment vous rendre compte de toutes les strates, c'est-à-dire vraiment les couches successives qui composent cette musique. Notamment, harmoniquement, on va pousser à saturation le système tonal, c'est-à-dire un horizon d'attente où on va aller d'un degré 1 à un 5, puis revenir au 1, et il va charger de dissonance pour accentuer la tension. Ouais, normalement, ça doit être bon pour vous. Alors, est-ce que déjà vous avez, voilà, on peut faire une petite, pas pause, mais est-ce que déjà vous avez des questions, des incompréhensions, peut-être des mots que j'ai employés un peu barbares, vraiment des remarques? Bon, oui. Hiroyuki Sawamano après 2000, et oui, en effet. C'est un très, très beau compositeur, pas assez connu lui non plus. Non, ça va, nous avons un oui. Qui, je vais vous passer un extrait de Princesse Mononoke de Hisaishi. Vous allez voir, ça va contraster grandement avec cette esthétique-là. Pourras-tu nous faire une playlist de musique que tu nous as partagée en fin de conférence? Oui, bien sûr.
Mais comment voulez-vous que je vous la partage? En lien sur le chat, je pense. En lien sur le chat. D'accord. C'est une playlist YouTube donc? Ouais, D'accord. Je vais essayer de faire ça. c'est chouette, merci. Ou alors, tout simplement, je vous partage les liens un par un, c'est pareil. Aussi, ça fonctionne. Par exemple, si je fais ceci. Voilà, nickel, ça marche bien. Bien. Bien, est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Je vois que Tony Orgas a une magnifique ampoule au-dessus. Le lien de playlist devrait fonctionner. Oui, mais je n'ai pas fait de playlist en fait. J'ai fait un document Word dans lequel je choisis parce que en fonction un peu aussi de vos questions, je prévois un certain nombre d'extraits, je ne les passe pas tous. J'en ai pas fait au total. C'est bon pour vous, je continue. Donc, reprenons cette petite. Donc vous voyez, en 1996 aussi, j'ai mis Microcosmos de Bruno Poulet, parce que n'oublions pas aussi que c'est le début d'une belle époque aussi pour la musique de films française. Donc un animalier, et qui augura aussi de minuscules. Par contre, j'ai oublié le nom du compositeur, je vais vous dire ça tout de suite, dont Minuscule 2 d'ailleurs est sorti l'an dernier. BO très 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 belle, très raffinée, vraiment dans un héritage français type Maurice Ravel, Claude Debussy, beaucoup d'influences Daphnis et Chloé. Bande originale Mathieu Gambolet. Voilà. Mathieu Gambolet qui est un très bon compositeur. C'est aussi le début d'activité d'Alexandre Desplat, qui est aujourd'hui un compositeur qui est assez connu parce que il est vraiment rentré de plein pied dans le cinéma hollywoodien, mais qui compose fin des années 90 et début des années 2000 pour Jacques Audiard, par exemple De battre mon cœur s'est arrêté. Le Château des Singes, si je ne me trompe pas. Je crois que De Rouillet-d'Os, c'est aussi ça. Et plus récemment, les Frères Sisters. Donc les années 90, c'est aussi ça, c'est aussi l'émergence, on va dire, d'un nouveau courant français de ce point de vue-là. Et donc voilà, ce que vous voyez en 1998, Zorro, qui est vraiment une des plus grandes BO de James Horner, Mulan de Jerry Goldsmith, parce que c'est aussi une grande période de Disney, avec Le Roi Lion, Mulan, etc. C'est vraiment le deuxième âge d'or Disney qui commence à peu près avec La Petite Sirène, si je ne dis pas de bêtises. Après une période un peu plus sombre, hein, une période de crise aussi chez Disney, de par le fait que certains des piliers étaient partis tout simplement, ou étaient morts même, avec la mort de Et nous avons un oui. C'est oui. Et également la légende du pianiste sur Océan d'Ennio Morricone en 98. Et donc, voilà, je vais vous passer un petit extrait. Enfin, c'est même pas un petit, c'est un gros extrait. De Princesse Mononoke, d'un autre compositeur japonais qui est Joe Hisaishi, compositeur attitré de Hayao Miyazaki. Et j'allais dire, c'est l'âge d'or de Ghibli. Dans la mesure où tout est parfait chez Ghibli depuis leur création, c'est un peu l'âge d'or tout le temps chez eux. Donc bon, à partir de là, pas forcément les années 90 plus que les autres. Mais d'un point de vue personnel, Mononoke, c'est ce que voilà, c'est vraiment la plus aboutie de Joe Hisaishi. Vraiment entre cet équilibre d'un héritage folklorique japonais et d'un néoclassicisme occidental, le mélange fonctionne, je trouve, superbement bien. Donc voilà, je vous le passe en entier parce que voilà, ça va faire plaisir à tout le monde. Ce magnifique thème. Et on se recapte juste après, afin que voilà, je vous précise un peu plus en quoi c'est un mélange entre le folklore japonais et le néoclassicisme occidental. Ça devrait commencer par chez vous.
Voilà, donc c'est la classe. C'est la classe, donc voilà, c'est un thème qui se veut très lyrique, donc un héritage vraiment romantique. Et voilà, un ensemble de cordes très très large. On va du plus profond des contrebasses au chant de violon très aigu, très ample. Et avec une formation orchestrale qui est typiquement romantique occidentale. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce pupitre de cordes très plein. On a des cuivres très proéminents qui donnent vraiment cette dimension, cet héroïsme, cet entrain. Avec les corps pam 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 avec noblesse qui joue à quatre en même temps, les trompettes qui forment les contre-chants au moment du thème pam 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 qui ont donc les corps et les trompettes se complètent bien parce que les corps ont une perce dite conique très très large. Vous visualisez le corps, hein, c'est un pavillon très très large. Les trompettes ont une perce droite qui fait que les corps projettent vers l'arrière, les trompettes vers l'avant. Donc il y a une complémentarité entre les deux qui fait que ça va très très bien sonner. On met le tuba aussi pour apporter de la rondeur. Des bois, c'est folklorique qui vont ici être davantage en soutien des cordes afin de leur donner de la chaleur, de la chair, et donc une vie toute particulière. Donc c'est une formation vraiment typiquement romantique, et à la fin on notera avec que j'ai en tête pam 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 pam. On a vraiment un hommage à la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Pam 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 pam, qui est orchestré de la même manière avec trompette, corps, trombone, tuba. Donc comme quoi l'héritage vraiment romantique est assez manifeste. Et pourtant, du folklore japonais, il y en a déjà par le système harmonique. Certes, il utilise un système dit heptatonique, hepta pour 7, c'est-à-dire notre gamme a 7 sons, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Nous avons bien les 7 notes, do majeur, ré mineur, machin. Mais il va utiliser majoritairement un système dit pentatonique, penta pour 5, qui est vraiment typique du folklore asiatique. Ta, 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 ta. Vous retrouvez donc cet esprit-là, qui est donc d'un thème qui est purement, qui pourrait s'inscrire dans un pur pentatonique, mais l'orchestre plus largement va lui donner une dimension aussi heptatonique. Donc il y a ce mélange, cet entre-deux qui est très très réussi dans cette VO. Et notamment quelques points un petit peu plus précis, notamment les glissando, du fait que, par exemple, c'est ce qu'on appelle des portées. Lorsqu'on porte une note pour les violoncelles, facilité donc pour le jeu des cordes. Hein. Je parlais du violoncelle parce que j'ai un exemple en tête dans 7 ans au Tibet de Williams, qui est sorti en 97 d'ailleurs. Etc. Donc, qui est typique aussi, c'est un procédé d'ornementation vraiment caractéristique aussi de leur folklore. Et que vous avez qui donne donc à la fois cette souplesse et en même temps une certaine largeur, c'est-à-dire on brouille les frontières du mode. La descente chromatique vient s'opposer aux descentes diatoniques. Diatonique, c'est quand on va respecter les notes du mode de la gamme, sinon ce sera des emprunts chromatiques, c'est-à-dire qu'ils vont, au même titre que chromatique dans le langage visuel signifie des taches de couleur, et bien là, le chromatisme en fait vont être des taches de notes au sein d'un mode. On va glisser et ça va donner un aspect assez fluide, assez souple et assez aérien en un sens. Donc voilà à peu près pourquoi c'est la classe. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Je vais passer sur les BO de jeux vidéo rapidement avant qu'on puisse tout simplement passer à vos questions et vous pourrez, déjà vous pouvez, mais allumer vos micros, mais vous serez encouragé à le faire. Donc, tac. Hop. Les années 90, c'est quand même ça. Donc vous avez les gros tubes, hein, Final Fantasy VI et Final Fantasy VII, composés par Nobuo Uematsu. Vous avez Zelda et Banjo-Kazooie sortis la même année, en 98, Super Mario sorti en 96. Mais n'oublions pas l'école française aussi, parce que l'école du jeu vidéo est très prospère, je n'irai pas jusque-là, parce que la moitié des boîtes ont coulé ou été rachetées, mais du moins prolifique. Avec notamment Stéphane Pic, qui nous livre vraiment de très très beaux, très belles BO.
Donc, je ne vais pas vous passer un extrait de Dune ou de. J'ai même pas mis le titre et j'ai oublié du coup. Papapapam. Les jeux. C'est pas Another World, c'est Eraser, je crois. Eraser, celui que nous avons en 90. Mais je vous passer un extrait de Little Big Adventure, qui est vraiment donc composé par deux Français, Jean Baudelot et Fabrice Vissereau, qui est vraiment une BO qui, déjà pour commencer, mais si on veut être un peu plus précis, qui arrive à prendre pleinement parti des contraintes technologiques de l'époque. Et je vous en dirai plus un petit peu après. Donc déjà, je commence par vous mettre le lien. Et pour la petite info, ces compositeurs sont en train de monter avec un vrai orchestre une très grande suite, et même une suite et la BO dans son intégralité, afin de pouvoir l'enregistrer à nouveau. Donc ça va chier. Non, pas Flashback, non. Ah, pas celui-là, j'ai trompé. Little Big Adventure. Bien, mais pas tout passer. Voilà. Gueule, enfin. Et... est arrivé ou pas? Je vous ai dit une bêtise, c'est pas Jean Baudou et Fabrice Vissereau, ça c'est, j'ai confondu dans mes notes avec Flashback. C'est Philippe Bachet, mais c'est un français aussi. Allez!
Euh, Voilà donc. Oh. Voilà, donc déjà, première réflexion. Là, c'est les années 90, donc du coup, bah, voilà, il y a une limitation technologique forte qui fait que, bien, sur console, en fait, la mémoire allouée est si faible qu'on ne peut pas mettre des enregistrements complets d'orchestre. Et quand bien même, les jeux n'ont même pas le budget pour enregistrer un orchestre, donc comme ça, c'est réglé. Mais du coup, là, ce que je vous ai passé, c'est une DBO qui, pour en avoir écouté pas mal pour préparer cette petite conf, euh, a le moins vieilli. Donc, si vous réécoutez Final Fantasy VII, vous allez rire, ça va piquer. Legend of Zelda aussi. Et du coup, ça impacte forcément parce que, contrairement à une musique orchestrale où bah, on fait au papier et au crayon, à part aujourd'hui, on en a des moyens qui fait qu'on peut créer des maquettes avec notre ordinateur avant de le faire jouer. Mais là, le rendu est la finalité. Donc, du coup, t'as beau écrire un truc qui est beau, qui est peut-être qui va très bien passer en orchestre, si jamais c'est trop dense et que c'est moche sur ton rendu, c'est même pas la peine, ça va pas marcher. Une esthétique comme Takemitsu, par exemple, tout en dissonance, immonde avec des sons comme ça. Donc du coup, ça conditionne même la manière de composer. Donc comment arriver à composer quelque chose qui soit intéressant, quand bien même je suis limité dans mes moyens. Et Little Big Adventure, et Flashback aussi, hein, dont j'ai fait vous passer un extrait, montrent très bien, à mon avis, ce degré très fort de contrainte par-dessus lequel ils ont réussi à passer outre. Dire, ils arrivent à garder trois strates. Donc là, vous avez mes petits cuivres en fond, vous avez votre texture de corde à rôle plus harmonique, hein, les cuivres en fond, c'est un rôle rythmique, et en même temps une mélodie au bois qui va être jouée de temps en temps. On renouvelle le propos, c'est-à-dire qu'à la fois ça accompagne une action pendant le jeu, et en même temps ça n'attire pas trop l'attention sur elle, au moment où il y a un dialogue par exemple, une interaction avec un PNJ ou quoi. Et en même temps, bah, si tu écoutes à part ou si tu écoutes quand tu ne fais rien pendant ton jeu, bah, tu te fais pas trop chier. Ça déjà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à faire pour un compositeur de jeux vidéo à l'époque. Si on regarde un petit peu la petite frise qu'on a au milieu, bah, on se rend compte que des années 90 jusqu'à 2002, je vous ai mis Morrowind en 2002 parce que c'est vraiment la première grande BO avec les Harry Potter de Jeremy Soule. Bah, Morrowind, c'est aussi Jeremy Soule. Mais dans Harry Potter, il y a aussi certains passages qui sont encore en MAO et qui piquent un peu aujourd'hui. Dans Morrowind, certes, la BO a été remasterisée, mais les sons sont quand même de très 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 bonne tenue. Et les années 90 en jeu vidéo, ça a été vraiment une très très grosse période de transition entre le 8 bits des années 80 et les supports plus orchestraux des années 2000. Il y a aussi pas mal de BO électroniques qui sont nés du coup dans les années 90, notamment Dune, hein, par exemple, ou Eraser, par Stephen Peck. Et c'est aussi l'apparition du 16 bits, c'est-à-dire qu'on commence progressivement à se rapprocher de quelque chose qui peut être écouté. Le 8 bits, bien lorsqu'on joue, après, un concert de 8 bits pendant 2h30, bon, est-ce que psychologiquement on tient? Je ne sais pas. Moi, ça ferait un peu mal, mais voilà, c'était une contrainte pour les compositeurs de cette époque, et il y a eu un vivier très fort de compositeurs au cours de cette période pour tout simplement aussi aider technologiquement à progresser et à tout simplement faire évoluer le rapport entre le joueur et le sport. C'est-à-dire que le joueur est interactif, donc la musique a pu elle aussi créer ses premières fonctions interactives. Donc voilà pour un très très large aperçu de ces années 90 à travers voilà, la musique de films et la musique de jeux vidéo. Donc là, je vous encourage tout simplement à ouvrir votre micro et à pouvoir vous exprimer, poser des questions, donner vos recommandations, etc. Et il nous reste à peu près 5 minutes, donc on va pouvoir échanger un peu. Tu as une question dans le public de Ah, nous avons Morgane et son Morgane. cinéma. Oui, Salut, alors tout d'abord merci, parce que c'était super intéressant. merci. Toujours un plaisir de t'écouter. Et en fait, j'avais un petit conseil de lecture. Je ne sais pas si tu connais le chercheur Laurent Guido. Non. Et en fait, c'est un chercheur en cinéma, mais aussi musique, et qui travaille beaucoup sur Wagner et ses influences dans le cinéma. Et donc du coup, bon comme on a parlé un peu de John Williams, il va sans dire que monsieur parle aussi
de l'influence qu'a eu Wagner sur John Williams. Donc je t'invite à aller voir un petit peu ce qu'il fait parce que je pense qu'il y a des écrits qui pourraient t'intéresser. Voilà. Ah, super, merci. Donc tu dis Laurent Guido, Laurent Guido, ouais. donc G-O-I. G-U-I-D-O. Ah, d'accord, ouais. Donc c'est Voilà, avec un E, hein, voilà. c'est ça. U-D. Il n'y a pas de T à la fin? Non, 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 c'est à l'italienne en fait, parce qu'il est suisse. Ah oui, Donc d'accord. du coup, ça doit être son côté italien-suisse. Bah, là, du coup, tu ouvres une petite porte, c'est-à-dire quelle est cette influence Wagner là, dont on vient de parler à l'instant? Euh, Wagner est un compositeur donc, de la période romantique, donc plutôt fin romantique, qui a une obsession, les opéras de 4 heures. Voilà, c'est comme ça. Un coup, toi, ça peut être le piano comme Chopin. Bah, Wagner, c'est les opéras de 4 heures. Voilà. Commande pas. Et il y a un avant et un après Wagner, tout simplement par le fait qu'il a inventé ce qu'on appelle le leitmotiv, c'est-à-dire le fait d'avoir un thème affilié à un sujet. Donc, c'est-à-dire soit un personnage, soit un lieu, soit un objet, soit une émotion. Donc, un personnage, si on prend exemple de l'application qu'en fait John Williams dans Star Wars, le thème de Dark Vador, a une émotion, un thème d'amour, l'objet, allez, le thème de la force si on veut, mais par exemple le thème de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, parce que Howard Shore, c'est aussi celui qui va presque le plus utiliser et mettre à profit son influence de Wagner au service de Seigneur des Anneaux. Donc le thème de l'anneau par exemple, ou il m'a manqué un thème d'un lieu, eh bien, à la Cité des Nuages par exemple dans Star Wars 5. On a le thème de pam 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 pam, qui est le thème de Lando Calrissian. Et donc ces thèmes, on les appelle les leitmotifs parce que ce sont à la base des motifs, mais qui vont pouvoir être développés, variés, changer d'instrument, etc. Et ça vient d'un compositeur français, comme toujours, qui est Hector Berlioz, qui a créé ce qu'on appelle l'idée fixe. C'est de là d'où vient le petit chien. L'idée fixe, c'est tout simplement une idée qui va revenir dans l'œuvre plusieurs fois, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, lorsqu'on avait une forme sonate, une symphonie et tout, chaque thème restait dans son mouvement. On n'avait pas de thème qui parcourait tous les mouvements. Eh bien, dans la symphonie fantastique, Hector Berlioz a créé cette idée fixe. Pam, pa, 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 etc. Qu'on va retrouver tout au long de l'œuvre qui fait une quarantaine de minutes. Et bah, vous imaginez le potentiel d'un tel procédé pour la musique de film. À pouvoir affilier à un personnage une identité musicale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément un thème. Avant, un thème au sens musical classique, c'est une phrase. Ça n'a pas la même signification qu'en musique de film. En musique de film, un thème, c'est un ensemble d'idées musicales affiliées à un objet. Par exemple, on peut très bien imaginer, et c'est arrivé plein de fois, un simple motif rythmique. Si je vous fais tan, tan, takatatam, takatatatam, pam, je vous fais pas de mélodie, mais vous avez reconnu le thème de Dark Vador par son simple motif rythmique. Dans The Dark Knight par Hans Zimmer, le thème du Joker n'est ni mélodique, ni rythmique, c'est un timbre qui glisse, en fait, c'est un intervalle de seconde majeure qui va glisser, jouer à la guitare électrique, qui exprime une forme d'anarchie, pas de mélodie, pas de structure rythmique, et pourtant, quand tu l'entends, tu sais que le Joker est quelque part par là, parce qu'il arrive avec 10 secondes d'avance. C'est un thème. Alors qu'au sens classique et musical, un thème, c'est juste une phrase. Donc voilà, cette influence de Wagner-là, elle est considérable sur la musique de film. Et ce n'est pas Williams, ce n'est pas le premier à avoir pioché dans ce procédé, tout simplement parce que bah, les compositeurs classiques eux-mêmes l'ont fait. Richard Strauss dans sa symphonie alpestre, Ravel dans L'Enfant et les Sortilèges, son opéra, mais également Ennio Morricone. Dans tous les westerns, il y a des thèmes. Même dans les premiers films de l'ère classique, King Kong, Casablanca, etc., il y a des thèmes. Pas forcément pour chaque personnage, mais il y a au moins 3 thèmes en fonction des événements et qui sont amenés à être pris, variés et développés. Que vous avez d'autres remarques, questions, comme celle de Morgane? Bah, si vous n'en avez pas, on va pouvoir conclure parce qu'il est déjà 17h16. Donc merci à vous d'avoir assisté à cette petite conférence. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toi surtout. Donc merci à vous pour l'organisation évidemment, parce que c'est quand même pas évident. Donc voilà, si vous voulez qu'on échange plus amplement sur d'autres sujets, hein, pas forcément les années 90, ou même la musique symphonique plus largement, bah, je vais rester dans les parages encore hein, un petit moment, donc pas à venir Et si tu veux partager tes réseaux dans le chat, n'hésite pas. Mes réseaux. Alors donc, je vous invite à aller voir les potes de Mediapason, parce que je fais partie d'un collectif. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, c'est que Mediapason est un collectif de vidéastes musicaux. Moi, je suis spécialisé dans la musique de film sur ma chaîne.
Mais il y en a d'autres qui font des musiques médiévales. Raymond de 1AM qui donne une conférence en ce moment, enfin, qui va commencer là, à 15, à 30, pardon. Commencer à 30, il est spécialisé dans la musique électronique plutôt des années 70 à 2000. Donc bah voilà, je vous invite à vous renseigner sur Mediapasant parce que même si la musique de film, c'est pas forcément votre truc, bien que vous soyez là, eh bien vous avez d'autres sujets, d'autres chaînes qui vont pouvoir vous intéresser à coup sûr. Donc je vous mets le lien de ma chaîne si vous voulez, parce que en fait je me rends compte que vous n'y avez pas du tout accès. Donc c'est comme mon nom qui flotte au-dessus de ma tronche. Et vous trouverez, bah, je peux vous la présenter très succinctement, c'est une chaîne d'analyse de musique de film au même titre que Tilou. Partagez aussi le lien. Traite à la fois d'une collaboration entre un réalisateur et un compositeur, donc par exemple Danny Elfman et Tim Burton, mais également d'une BO en particulier, voire d'une scène, analyser une scène. J'ai fait l'ouverture de Dracula par exemple. Voilà. Également des reviews d'actualité, donc bah, les films qui sont sortis récemment, j'en ai fait sur les Animaux Fantastiques, sur Rogue One, sur un peu tout le monde. Donc bah voilà, vous y trouvez votre bonheur. Et même si... ça c'est Tilou. Ah. Même si vous n'êtes pas musicien, que voilà, vous n'avez pas, on va dire, de bagage technique particulier, bah, j'ai à cœur quand même que même si je dirige vers une analyse assez pointue, de repartir du début du processus. C'est-à-dire que voilà, si je parle de polytonalité, bah, je vais d'abord expliquer ce qu'est la tonalité, comment c'est fait, et ensuite arriver petit à petit à expliquer comment le procédé fonctionne. Donc bah voilà, je vous encourage à tester quelques vidéos. Maintenant, commence à en avoir pas mal, hein, une petite trentaine. Donc voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Donc n'hésitez pas encore si vous avez des vidéos. Et il y a une troisième chaîne qui fait aussi partie de Mediapasant. On est tous potes, hein, parce qu'en France on n'est que trois, donc à partir de là. Il était d'une chaîne qui était l'ancien nom. C'est la bonne oreille maintenant. La bonne oreille. Pomme. Je vais laisser la place quand même, parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un après moi. Oui, tu as quand même le temps de partager les réseaux, ne t'inquiète pas. On n'est pas à la minute près non plus. Voilà, donc là, voilà, je vais partager ça. Mediapasant, bah, limite, je vous l'écris quand même. Voilà, vous pourrez trouver un petit peu les dernières vidéos. Donc voilà, ces trois chaînes-là, donc Tigou, La Bonne Oreille et la mienne Point de Synchro, se consacrent à la musique de film et trois approches différentes. Donc bah, vous trouverez forcément votre bonheur pour peu que vous soyez intéressé de près ou de loin au cinéma et à la musique de film. Super, merci encore. Merci à vous.